On a l'impression parfois que quand on parle de coopération, de solidarité, on passe un peu pour des bisounours. Or, est-ce que vous savez que c'est grâce à ça qu'on a réussi à survivre, que Homo sapiens a survécu par rapport à ses ancêtres et ses cousins, notamment Néandertal? Ce qu'on peut lire si on cherche un peu des articles en paléontologie, c'est que en réalité, le discours de c'est parce qu'on a été les plus forts, les plus intelligents, qu'on était des meilleurs chasseurs est totalement faux. Néandertal avait un cerveau plus développé que le nôtre et chassait très bien aussi. Il y a des preuves qu'il chassait les aurochs. Mais en réalité, c'est nos aptitudes sociales qui nous ont permis de survivre. C'est au moment de commencer à passer d'herbivore à carnivore et quand on a commencé à chasser qu'il a fallu s'organiser pour chasser collectivement, pour mettre en place des stratégies. Et ça nécessite de la communication, ça nécessite de se partager le travail et après de se partager la viande. Et c'est ces skills sociales qu'on a visiblement suffisamment développées pour survivre à nos ancêtres. Donc c'est un point, je trouve, intéressant à garder en tête. C'est nos facultés à communiquer entre nous et à être coopératifs et collaboratifs qui a permis et qui permettra toujours la survie de l'espèce. Maintenant, en temps de crise, et je sais pas vous, mais moi, la sensation que j'ai, c'est que on pourrait dans les temps à venir faire face à des crises. Qu'est-ce qui va être clé? Qu'est-ce qui va être important? La première chose, c'est de devenir une personne digne de confiance, à l'écoute des autres, d'aider les autres, d'être serviable, parce que c'est comme ça qu'on s'associe naturellement avec d'autres personnes qui sont dignes de confiance, serviables, à l'écoute. Et c'est de ces personnes-là dont on a envie d'être entouré en cas de crise, pour se soutenir, pour pouvoir compter les uns sur les autres, s'organiser, etc. Donc, s'il y a un point clé à retenir, c'est dans ces périodes qui pourraient possiblement ne pas être faciles, peut-être dans les années à venir, soyez des personnes dignes de confiance, empathiques, aidez les autres. Et ça peut se développer. Et vous trouverez dans les vidéos que je fais des contenus qui visent à cela, tout comme s'entourer de personnes dignes de confiance et serviables. Donc on a vu que c'est clé de développer ses aptitudes sociales, son intelligence relationnelle, que ce soit pour être heureux que pour finalement être le plus efficace quand les temps sont durs. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, on pourrait dire que c'est s'écouter soi-même et être capable d'écouter les autres et qu'il y ait un point de rencontre entre ces deux choses, un point de partage et de rencontre en prenant compte des croyances de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses pensées, ses ressentis, à défendre ses droits sans empiéter sur la liberté de l'autre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire empiéter sur la liberté de l'autre? Quand je hurle que je ne suis pas d'accord et que je suis très agressif, ça empiète sur la liberté de l'autre. Quand j'essaye de manipuler l'autre et que je lui fais du chantage pour obtenir ce que je souhaite, ça empiète sur sa liberté, sur sa capacité à dire non, à ne pas être d'accord et que je sois OK, qu'il a la liberté de me dire non. Il y a 3 attitudes qui sont très inefficaces en communication, qui sont l'agressivité, la fuite et la manipulation. On va voir pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. L'agressivité, je gueule que je ne suis pas d'accord, je hausse le ton, je deviens menaçant par exemple. On pourrait dire parfois je dis que c'est pas ok et problème réglé. Alors, parfois c'est mieux que de ne rien dire. Néanmoins, il y a plusieurs risques à ça. On risque l'escalade de violence. Ça augmente. On dit des choses qu'on va regretter plus tard mais qui laisseront des traces. Quand certains couteaux sont lancés, difficile après de les retirer. Et puis on risque l'escalade, c'est-à-dire on risque d'en venir même physiquement, on peut arriver jusqu'à une baston quoi. Donc voilà les principales, pourquoi on évite l'agressivité et qu'elle n'est pas tellement recommandée. Néanmoins, parfois, notre système nerveux vrille. Et c'est le cas quand on devient agressif. Pourquoi est-ce que la fuite est inefficace? La fuite, on peut se dire, bon, je dis rien, j'évite le problème, tout va bien. En réalité, à un moment, il faudra qu'on se confronte au problème et on ne fait que repousser l'échéance. Parfois, les choses s'aggravent pendant qu'on fuit aussi, parce que la personne peut se raconter des tas de choses, qu'on ne la considère pas, qu'elle n'est pas importante. Voire pour tous ceux qui ont été déjà ghostés une fois dans leur vie, que ce soit professionnellement ou
dans la vie personnelle, le « je ne te vois plus, je ne t'entends plus, tu n'existes pas » est très violent en réalité en communication. Ça dit à l'autre « tu n'existes plus, je ne te vois plus ». Et parfois, il vaut mieux prendre le soin de parler à la personne pour lui dire ce qui ne va pas que de faire comme si elle n'existait plus. C'est beaucoup moins violent. On la considère comme un interlocuteur, dans ces cas-là, digne de communication, capable d'entendre ce que j'ai à dire, si c'est bien dit, donc on la respecte, en un sens. Maintenant, troisième point, la manipulation. La manipulation, on va être sur des choses de type chantage, de type intimidation, d'accord? Faire peur, menacer, si tu ne fais pas ça, je ne ferai pas ça, faire du chantage affectif, ah je serai tellement triste si tu fais pas ça pour moi, etc. Parler derrière le dos des personnes, d'elles, etc. Tous ces processus qu'en général on utilise parce qu'on fait peu de cas de l'autre, et de ce qu'il pense et ce qu'il ressent et qu'on a envie qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse, ou bien qu'on ne se sent pas d'affronter la personne et d'aller lui dire ce qui ne va pas parce qu'on la considère plus forte que nous et que du coup on va utiliser des procédés détournés pour saper son autorité. Tous ces processus-là, momentanément ça peut marcher, mais dès qu'une personne s'est aperçue qu'elle a été manipulée, c'est terminé. La confiance est rompue. Et là, pour retrouver de la confiance qui est nécessaire à toute bonne communication, en fait, c'est très compliqué. Pas impossible, mais très très compliqué. Et si c'est répété, en gros, la relation est foutue, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois cas d'agressivité, de fuite et de manipulation ? En réalité, le système nerveux est passé en mode survie. Parce qu'il faut bien comprendre que ces trois mécanismes, ils sont très utiles dans un cas. C'est quand on a besoin de sauver sa peau. D'accord ? Si je risque de me prendre un coup de poing ou que je risque d'être blessé physiquement, l'agressivité est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour se défendre, d'accord ? Pour se battre et rester en vie. La fuite est ce que le corps a trouvé de mieux pour éviter un danger, d'accord ? Et le chantage, j'ai envie de dire, essayer d'affaiblir son ennemi, de l'intimider, etc., si on risque d'être agressé physiquement, sont des procédés qui, si ça nous permet de survivre, sont ok aussi. Le problème, c'est que parfois le système passe en mode survie malgré nous par rapport à ce qu'on a pu vivre de difficile dans nos vies avant et décide que là, il est en danger. Presque comme s'il était en danger de mort. Le système passe en mode survie. C'est ce qui se passe quand on devient agressif, quand on fuit ou quand on se met à manipuler les autres. Du coup, vous l'avez vu, c'est totalement improductif. Mais parfois, notre système passe en mode survie. Du coup, le travail, ça va être d'essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui, moi, me fait passer en mode survie pour me mettre dans cet état-là, pour essayer de comprendre ce qui se joue et d'avoir un peu mieux prise sur mon système nerveux. On peut aussi faire des choses, j'en parlerai plus tard, pour calmer son système nerveux. Et puis, on va essayer de ne pas mettre l'autre en mode survie, surtout. Puisque dès qu'il est en mode survie, dès que je le suis, la communication est très mauvaise. Donc, bien communiquer, en réalité, il va s'agir dans les situations qui sont difficiles, d'essayer de ne pas passer en mode survie parce que c'est très improductif en communication, et de ne pas faire passer l'autre en mode survie non plus. Parce que ça va être très improductif pour les objectifs que j'ai, de faire passer un message, d'essayer d'avancer, etc. Du coup, quand je sens que je commence à bouillir intérieurement, il y a plusieurs choses que je peux faire pour essayer d'avoir prise sur mon système nerveux. Il y a déjà sur le moment, respirer, et plus que respirer, expirer. Parce que quand le système commence à s'affoler, on va avoir des phénomènes qui sont principalement de la rétention d'air, on ne respire plus, ou bien ce qu'on appelle de l'hyperventilation, c'est-à-dire on va inspirer, 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 et on n'expire plus. Et donc le malaise qu'on ressent momentanément s'accentue puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène au cerveau. Donc principalement, si vous sentez que ça monte, expirez, pensez quand la personne parle à souffler, à expirer doucement, hein, pas comme ça, mais souffler tranquillement, d'accord ? Vous pouvez aussi vous dire, ok, là il se passe un truc qui est en train de me mettre très mal, qu'est-ce qui se passe exactement, et de faire un peu de méta-analyse. Parfois c'est possible sur le moment ou après, pour prendre du recul. Et troisièmement, c'est reporter le moment de la communication. Écoute, là je te propose qu'on en reparle plus tard, je reviens vers toi pour en discuter, etc. Reporter le moment si vous êtes dans un état émotionnel qui est en train de paniquer, d'accord ?
il vaut mieux attendre de retrouver son calme, pouvoir réfléchir à froid à ce que vous voulez dire et reprendre cette conversation plus tard. Si vous sentez qu'une personne arrive inversement dans un état où son système nerveux est en panique, agressive, fuite ou manipulation, c'est pareil, en réalité, on va essayer de faire tout ce qu'on peut, si nous on est plutôt en possession de nos moyens, pour essayer de faire sortir la personne de son mode survie et discuter. Parfois ce sera pas possible et à quelqu'un qui est agressif, on peut commencer en disant ok, donc là j'entends que tu as des choses à me dire, par contre si on se parle sur ce ton-là, ça va être très compliqué d'avancer ensemble et que ce soit productif. Est-ce qu'on peut se parler sur un autre ton? Est-ce qu'on peut éventuellement reporter cet entretien à dans 1 heure ou prenons un café? Voilà, descendons un peu en pression pour en parler plus calmement. Je te propose qu'on se voit demain pour en parler. Donc le temps de la décharge émotionnelle n'est pas le bon moment en réalité pour parler et être objectif. Les gens sont en train en général de sortir les tensions qu'ils ont dans le corps et peut-être c'est pas votre rôle, d'accord, de prendre les tensions de la personne. Peut-être que quand c'est un client, on ne peut pas faire autrement, d'accord, que d'accueillir ça, que parfois un proche, on peut aussi accueillir sa décharge émotionnelle si nous, on est en mesure de le faire et de lui témoigner de l'empathie. Mais parfois, ça n'est pas votre rôle et vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que vous n'êtes pas assez en énergie ni bien émotionnellement pour le faire. Auquel cas, il vaut vraiment mieux reporter. Si vous sentez que vous êtes capable de recevoir une décharge émotionnelle de quelqu'un qui est énervé et qui en a marre, etc., vous pouvez vraiment, et c'est très appréciable quand c'est des amis proches ou des collaborateurs proches, de dire j'entends qu'il t'arrive ça, j'entends ce que tu ressens, je partage peut-être pas ton point de vue sur la conclusion que tu te fais de ce qui s'est passé, mais vous pouvez reformuler ce qui s'est passé pour être sûr que vous ayez bien compris ce que la personne a ressenti et rentrer dans une discussion sur parfois l'opinion que la personne peut se faire de la situation ou des choses si vous n'êtes pas complètement d'accord. Mais on ne discute pas sur « Oh, tu devrais pas ressentir ça, pourquoi tu es en colère, faut pas te mettre en colère, il n'y a pas de raison ». On ne discute pas sur les émotions des gens. Les gens ressentent ce qu'ils ressentent et parfois ils font ce qu'ils peuvent. Ça ne sert à rien de culpabiliser les gens de ressentir ce qu'ils ressentent. On peut revenir précisément sur les faits, ça c'est important. Où, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Jean-Jacques, il est odieux, il m'a encore taclé en réunion. Qu'est-ce que Jean-Jacques a dit exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça c'est déjà arrivé 1 fois ou 2 fois? D'accord? Vous pouvez creuser sur les détails des faits. Les toujours, jamais sont rarement justes, d'accord? Sont des généralités. On a besoin de creuser. Ou bien sur des expressions du type « Ah, il m'a coupé la parole, il me manque vraiment de respect ». Qu'est-ce qui te fait penser que parce que Jean-Jacques te coupe la parole, il te manque de respect? Parfois, vraiment, les choses ne sont pas faites à notre rencontre. On n'est pas toujours le centre du monde, très peu souvent d'ailleurs. Mais parfois, les gens agissent, on traduit ça pour des manques de respect. Mais en réalité, on a surtout affaire à des gens qui sont dans leur bulle, dans leurs problématiques, avec leur système nerveux, avec lequel ils font ce qu'ils peuvent. Et ça n'est pas toujours vraiment dirigé contre nous. En réalité, souvent, ça ne l'est pas. Vous l'avez compris, la communication, une bonne communication consiste à pouvoir s'écouter, écouter l'autre, partager nos points de vue en respectant les croyances de chacun, sans empiéter sur la liberté de l'autre et à ne pas passer en mode survie et à essayer de ne pas faire passer l'autre en mode survie du mieux qu'on peut. Alors, il y a une chose qui est très intéressante pour s'écouter et affiner son écoute à l'autre. Il y a 5 registres de communication et que quand une personne est sur un registre et qu'on se met sur un autre registre, la personne ne se sent pas comprise. Un exemple, si la personne est sur ce qu'elle ressent émotionnellement, « j'ai super peur d'aller en réunion parce que blablabla, blablabla », et que vous lui dites et que vous vous mettez sur un plan qui n'est pas de reconnaître ce qu'elle ressent affectivement, mais une pensée logique, de lui dire « il n'y a pas de raison, faut pas que tu aies peur, ils vont pas te manger quand même, etc. » Vous niez qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas son ressenti. Donc, voilà déjà 2 registres. Le registre des émotions et des ressentis, où on ne peut qu'accueillir, dire à la personne « j'entends que tu te sens comme ça », essayer de comprendre
ce qui se joue pour elle, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça, etc. J'entends. Et par exemple le registre de la pensée logique et rationnelle, qui est de la déduction. Inversement, quelqu'un qui est dans la logique, les pensées, etc. et qui dit j'adore ce concept chez Kant de blablabla, blablabla. Et si moi je lui réponds ah bon, mais comment ça te fait te sentir, qu'est-ce que tu ressens, la personne ne va pas se sentir comprise non plus. Elle est sur un plan d'échange d'idées et elle n'a pas nécessairement l'envie d'aller sur ce que ça lui évoque à titre personnel ni à titre émotionnel. Il y a un troisième registre, donc on a vu le registre des émotions, le registre de la pensée logique. Il y a le registre des faits qui est extrêmement important et auquel il faut revenir très souvent, qui sont qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je suis allée au cinéma et j'ai vu tel film, ok, ça c'est les faits. Ou bien Jean-Jacques m'a coupé la parole 3 fois en réunion ce matin. Là on est sur un fait, d'accord ? Donc les faits sont souvent à creuser et on peut creuser avec des questions du type où, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement. Ça va être très important et ça va être clé quand on a quelque chose à dire à une personne, à faire une critique. Et on verra dans des vidéos plus en détail ce qu'on peut faire dans le cas de faire une critique. Mais en tout cas, vraiment, sans les faits précis, on ne peut rien faire. Il y a d'autres registres de discussion. Il y a quand les gens parlent d'opinion. Et les opinions font partie de la pensée et de la logique, d'accord ? Ils ont fait des déductions d'une chose ou d'autre. On est sur leur pensée, leur opinion, qui est très différente des faits, qui est très différente des émotions qu'ils ressentent. Il y a encore 2 autres registres intéressants, qui sont le registre de l'imaginaire. Quand une personne vous dit « Ah là là, j'ai trop envie de prendre une année sabbatique », voilà, elle rêve, c'est un imaginaire. Si vous lui répondez « Ah ben, comment on va faire pour payer le loyer ? Ça m'étonne, enfin c'est pas possible, enfin, Brigitte », eh ben, vous n'entendez pas qu'elle a peut-être juste besoin de rêver à cette année sabbatique, etc., d'avoir une soupape imaginaire et de l'entendre et de l'écouter sur ce terrain qui est imaginaire pour le moment. Et dernier registre d'écoute et de communication intéressant, donc on a, vous l'avez entendu, les faits, la pensée logique, les pensées et les opinions, les ressentis et sentiments, l'imaginaire, le dernier étant le ressentiment. Qu'est-ce que c'est le ressentiment ? Alors, c'est un peu différent du registre de l'émotion, de je me sens comme ça. C'est quand une personne, on sent qu'il s'est passé quelque chose et que la personne, ça réactive des mémoires anciennes de choses pas faciles. Exemple, je suis à un repas avec mon conjoint et tout d'un coup il y a une femme qui parle à table et mon conjoint commence à lui lancer des piques et un peu agressif, etc. Et tout le monde, même moi, on est assez surpris de la manière dont il réagit. Et en sortant, il me dit elle m'a trop énervée cette nana, c'était pas possible la manière dont elle se comportait, j'ai détesté, etc. Donc là on peut dire il y a son ressenti, il y a un peu ce qu'il pense aussi et son opinion sur la personne, mais il y a autre chose qui est du ressentiment. Je peux sentir, et c'est à un niveau d'écoute assez fine, que ça ne parle pas que de la personne, que ça a réactivé une mémoire pas évidente pour lui, qu'il l'a mis en mode survie, en mode agressif. Et là, on peut venir poser des questions de type « Alors, j'entends ce qui s'est passé, etc. Ce que tu ressens, est-ce que par hasard, ça te rappelle une autre situation que tu aurais vécue ?» Voilà, et là, peut-être, la personne pourrait vous répondre « Ah bah oui, ça me rappelle, elle me faisait penser à cette institutrice que j'ai eue au collège, qui m'avait humiliée devant tout le monde, elle avait ce même ton de voix, etc. » Et donc là, on peut accéder à autre chose qui ressort à cette occasion et qui ne parle pas de la situation que de la situation réelle. Plutôt que de lui dire quand même t'as exagéré, c'était hyper violent, comment tu t'es comporté, elle a rien dit de dingue cette pauvre femme, etc. Donc d'en profiter quand vous sentez qu'il y a un ressentiment qui sort pour, si vous avez vous-même l'énergie, eh bien ouvrir un peu ce qui s'est passé pour la personne et ce que ça raconte. Si vous avez une critique à faire et que vous voulez minimiser le fait de mettre la personne en mode survie, déjà, il y a une première chose hyper importante, c'est est-ce que c'est le bon moment et le bon lieu.
de vous assurer, en posant une question, c'est peut-être le bon moment pour vous, mais c'est peut-être pas le bon moment pour elle, d'accord ? Est-ce que c'est le bon moment ? Ça veut dire si vous avez quelque chose à dire à votre conjoint et que vous dites « Ah, faut que je lui dise maintenant, j'ai peur d'oublier, après la journée va passer », mais peut-être votre conjoint ou votre conjointe sont en train de préparer leur journée aussi, ne sont pas disponibles à prendre une critique et ça va les braquer parce que c'est pas le bon moment pour eux. Tout comme faire une remarque à un collaborateur entre deux réunions dans un couloir où il y a des gens qui passent, etc. n'est pas ni le bon endroit ni le bon moment. Elle va pas être entendue et vous allez récupérer de l'agressivité ou de la fuite souvent. Donc on peut toujours commencer en disant « J'ai besoin de te parler d'une chose importante. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit quart d'heure ensemble aujourd'hui ou quand tu veux ? Est-ce que tu étais disponible maintenant ?» Et demander à la personne si elle est disponible, si c'est OK pour elle maintenant ou plus tard. Deuxième point, il va falloir réussir à citer les faits, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, sans mélanger avec votre opinion sur la question. C'est la différence entre dire « Quand t'as pas arrêté de me couper la parole en réunion et c'était hyper irrespectueux », là il n'y a pas le fait et il y a votre opinion, mais de dire « Quand tu m'as coupé la parole 3 fois en réunion ce matin », d'accord ? C'est très différent. Vous allez donc partager les faits, partager comment vous vous êtes senti et les conséquences que ça a eu pour vous. D'accord ? Donc, par exemple, quand tu m'as coupé la parole 3 fois en réunion, ça m'a agacé et ça m'a déconcentré. C'est ce que je ressens. Ça a eu pour conséquence que ma présentation a été moins claire. Et donc, elle a été moins claire pour tous les autres. Donc, il y a eu une conséquence sur le groupe aussi. Et puis, depuis, dans notre relation de travail, il y a de la tension en fait. Ça a créé un peu de tension pour moi et c'est moins fluide dans notre communication. Et donc il y a un troisième niveau de conséquence qui est dans la relation avec la personne. À ce stade, souvent, les personnes étaient dans leur bulle et ne se sont pas aperçues que leur acte a eu autant de conséquences. Ensuite, si vous voulez minimiser le risque que la personne se braque ou se justifie, on ne va pas demander à la personne « mais pourquoi t'as fait ça enfin ?» etc. et essayer de mettre notre opinion sur le sujet de côté, d'accord ? Et du coup, le mieux à faire, c'est d'être orienté solution et de lui dire comment est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça ne se passe pas, d'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas ? Et il va y avoir un temps de discussion ensemble sur ce qu'on peut faire. Et pas de dire « je te propose donc de ne plus me couper la parole en réunion ». Ça, c'est pas une proposition de solution. De lui dire « qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» C'est peut-être vous, votre proposition de solution, c'est comprendre ce qui s'est joué pour elle. Se dire « moi j'ai pensé à une chose, c'est un sujet qui t'intéresse et qui est un peu ton sujet d'expertise. Peut-être est-ce que je pourrais te consulter pour l'intégrer à ma présentation la prochaine fois que c'est ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, moi je préférais que tu me donnes la parole 5 minutes. D'accord, on fait comme ça. Et vous discutez pour voir ce que vous pouvez faire la prochaine fois. Et vous concluez en précisant qui fait quoi pour pas qu'il y ait de doute ou de quiproquo. D'accord ? Voilà ce qu'on peut faire au mieux quand on veut faire une critique constructive et ne pas braquer la personne et qu'elle se défende et se justifie. J'espère que tout ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager les sujets sur l'aptitude sociale et les relations que vous aimeriez que j'aborde. Et je vous souhaite de vous porter en joie et à très vite.